De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Rukintikiza, Samuel Gambok et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. La recherche agronomique progresse sur le continent entre essor de nouvelles techniques culturales ou encore expérimentation de semences améliorées. La recherche agricole contribue à l'augmentation de la productivité, mais surtout elle est l'un des enjeux de la sécurité alimentaire. Un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, et de notre correspondant Rwanda, Oliva Djakota. Le Burkina Faso, pays sahélien mis sur la recherche scientifique pour booster son agriculture. Avec une population qui dépasse les 17 millions d'habitants, plus de 80% de cette population vit de l'agriculture. Malgré une pluviométrie inégalement répartie dans le temps et dans l'espace, le secteur agricole contribue à hauteur de 40% au produit intérieur brut du pays des hommes intègres. Tout comme au Burkina Faso, le secteur agricole au Rwanda représente un pan important de l'économie du pays. Il contribue pour environ 46% du PIB, fournit 87% des emplois et occupe 80% des exportations. L'agriculture est la principale source de devises de ces deux pays. Conscients de l'importance de ce secteur, les autorités publiques ont mis en place des politiques agricoles conséquentes basées sur la recherche scientifique. Au Burkina Faso, par exemple, la dynamique de l'intégration des semences améliorées pour accroître les rendements tout en rendant l'agriculture moderne est une réalité. Au Rwanda, la recherche agronomique a connu une révolution depuis 2007 avec un accent particulier qui est mis sur l'expérimentation des semences certifiées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comment ces innovations contribuent-elles à l'accroissement de la rentabilité agricole dans ces deux pays ? Quelles sont les techniques mises en place pour tendre vers une agriculture plus moderne? Le Burkina Faso est dans une dynamique d'accroissement de sa productivité agricole. Et pour une autosuffisance alimentaire, c'est le Centre national de recherche scientifique et technologique qui conduit la politique agricole du pays. Avec à son actif plus de 300 résultats de recherche et plus de 800 publications scientifiques, ce centre se positionne comme une alternative au développement du secteur agricole. Nos résultats affectent la productivité agricole parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 10 ans, vous ne pourrez pas avoir des variétés de maïs qui vous permettent d'avoir 5, 6, 7 ou 8 ou à 10 tonnes à l'hectare. Donc aujourd'hui, avec un seul hectare, un producteur est capable de nourrir une famille de 5 à 6 personnes. Nous sommes ici à Moussambira, une localité située à 50 km de la capitale Kigali au Rwanda. Le maïs, le riz, le haricot, le soja ou encore le manioc sont les cultures de prédilection ici. Dans une vallée d'une vingtaine d'hectares, une coopérative agricole de 200 membres s'adonne à la culture du maïs depuis environ une décennie. Grâce à l'expérimentation des semences certifiées dans l'agriculture, la production agricole a connu une hausse remarquable ces dernières années. La culture du maïs est bien rentable pour nous. C'est pourquoi nous nous y attelons. Il suffit d'un peu de temps pour récolter la production. Le maïs est également facile à conserver. C'est tout cela qui nous motive à le cultiver dans ce milieu. Aujourd'hui, nous produisons près de 200 tonnes par an. La spécialisation régionale des cultures est un maillon essentiel pour le développement de la politique agricole au Rwanda. Dans les 5 provinces du pays, on trouve au moins une station dédiée à l'expérimentation de la recherche agricole. Chaque culture a ses spécificités régionales. Dans ce programme d'intensification des cultures, on vise aussi la régionalisation des cultures, c'est-à-dire qu'on pratique les cultures où elles s'adaptent. Si le café s'adapte dans une telle région, on le fait, et si c'est le thé, on le fait, mais chaque région a ses spécificités. Fournir des grandes quantités de plants, c'est la mission du département en charge de la production forestière au Burkina Faso. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole s'adonne aussi au greffage des plants, un système dont les résultats sont encourageants. À titre d'exemple, l'espèce greffée du karité est capable de produire du beurre après 7 ans, alors que théoriquement, l'espèce normale devrait faire 30 ans pour arriver au même résultat. Le karité, c'est vraiment une espèce spéciale. D'abord, pour dire, comme vous le savez, c'est vraiment
comme on le dit, c'est le cacao du Burkina, parce que quand on voit d'abord au niveau économique les amandes et puis le beurre qui est exporté et qui permet de générer des revenus pour le pays et pour les populations, surtout pour les femmes. Et donc c'est une espèce qui est en train de disparaître vraiment parce qu'il n'y a pas de régénération. Il y a des vieux arbres, il n'y a pas de petits. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment assurer la régénération de ces parcs agroforestiers à qualité qui sont vieillissants. Nous sommes à Gonsé, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. D'une quinzaine d'hectares, cette exploitation est aussi un champ d'expérimentation pour la pomme du Sahel, un croisement entre une espèce locale et un jujubier indien. Les résultats, selon les chercheurs, sont probants. En effet, la taille de cette nouvelle espèce est d'environ 50 fois plus grande que le fruit naturel. Je travaille sur ça, c'est pour essayer de multiplier cette variété, puisqu'on remarque que le ziziphus local a une faible potentialité ici. On a de petits fruits qui ne sont pas rentables. Et pourtant, la variété introduite, elle offre de meilleurs fruits qui peuvent être transformés à plusieurs niveaux. Adou Aro est ingénieur de recherche en microbiologie. Depuis quelques années, il a jeté son dévolu sur le niébé, un aliment très prisé au pays des hommes intègres. Pour lui, le niébé peut certes lutter contre la faim, mais il est aussi un complément nutritionnel important pour les populations. Nous savons également que le niébé est souvent appelé la viande des pauvres à cause de sa teneur en protéines et la viande n'étant pas, disons, accessible au commun des Burkinabés. Donc on s'était dit que le niébé était un meilleur aliment pour pouvoir d'abord venir en complément des aliments pour la nutrition de la population de façon générale. Dans le département de la production forestière au Burkina Faso, l'ambition va au-delà de l'amélioration de la productivité des plantes. Pour les responsables, il faut une maîtrise des sols et de ses nutriments. Dans cette serre du département, on produit de l'engrais naturel. Objectif, réduire au maximum l'utilisation de l'engrais chimique qui détériore les sols. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de pouvoir faire connaître la technologie par les producteurs et montrer en milieu réel ce que ça apporte par rapport à leur habitude culturelle pour qu'ils puissent percevoir l'importance de ces champignons et de ces micro-organismes symbiotiques afin d'adopter la technologie. Au Burkina Faso, la production agricole est en nette croissance depuis plusieurs années. À titre d'exemple, selon le ministère de l'Agriculture, cette croissance est de plus de 15% ces 5 dernières années. Au Rwanda, la production céréalière entre 2009 et 2013 s'élevait à plus de 2 tonnes par hectare. Des résultats encourageants qui ont connu une nette baisse l'an dernier. En cause, le changement climatique, un phénomène d'ordre mondial qui n'épargne pas l'agriculture rwandaise. Et pour avoir une agriculture qui ne dépende pas des caprices pluviométriques, ces deux pays ont engagé des réformes agricoles avec les centres de recherche pour une maîtrise totale de l'agriculture. Alors, Gratien, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le développement agricole de l'Afrique ne pourra se faire sans la recherche agronomique? Oui, parce qu'on a connu l'agriculture du temps de la colonisation et après au moment des indépendances, on a vu finalement dans plusieurs pays, il n'y a pas les recherches qui ont continué parce que par manque de fonds ou éventuellement par désorganisation des États. Or, on a vu des villes, des services qui se développent. Finalement, on a laissé de côté les paysans. C'est-à-dire que les paysans ont gardé les mêmes méthodes qu'avant, les mêmes semences. Et aujourd'hui, certains pays commencent à y voir clair en se disant qu'on ne peut pas développer un pays en laissant de côté. Dans certains pays, on a 80%, voire 90% des paysans. Donc, on ne peut pas faire un développement en laissant de côté les 90% juste pour développer les citadins ou les gens qui se trouvent dans les villes, les intellectuels. On a finalement une sorte de développement à deux vitesses. C'est ce que certains pays commencent à corriger, notamment le Rwanda. Samuel, justement, en parlant de cela, en Afrique, on sait que la majorité des agriculteurs sont des petits agriculteurs, des exploitations familiales. Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier des résultats de la recherche agronomique ou est-ce que c'est plutôt à destination des grandes exploitations? Tout dépend de l'orientation que les gouvernements peuvent faire de cette recherche. Encore faut-il la diversifier
Parce que dans la plupart des pays, on observe qu'il y a généralement soit un grand centre d'études et de recherche agricole qui essaie de se décentraliser en fonction des régions appropriées pour le développement agricole. Mais il faut diversifier ces centres de recherche pour créer une concurrence entre les chercheurs. C'est de la concurrence entre les chercheurs que viennent de véritables innovations. Maintenant, est-ce que cela profite aux petits paysans? Je pense que non, parce que déjà, il faut une formation à la base pour leur permettre de s'approprier des résultats issus de ces recherches-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait peut-être simplifier les méthodes pédagogiques qui leur permettent de s'approprier de ces résultats. Et il faut des programmes spécifiques pour l'agriculture au niveau rural et destinés aux paysans qui n'ont pas l'outil ni en termes de formation, ni un niveau de développement intellectuel conséquent pour comprendre les enjeux liés à l'agriculture. Maintenant, ce sont les grandes surfaces et les plus grands exploitants qui en tirent le maximum de profit. Peut-être qu'il peut aussi y avoir des coopérations ou des partenariats entre le petit paysan et les grands exploitants pour permettre justement d'assurer l'équilibre au niveau des résultats qui peuvent être tirés du développement agricole. Alfred, Samuel parlait du problème de la formation, mais il y a aussi le problème des coûts, c'est-à-dire que les petits exploitants souvent ne peuvent pas acheter justement ces semences améliorées qui sont le résultat de la recherche agricole. Alors comment améliorer l'accès à l'innovation agricole pour ces petits exploitants? Alors il y a plusieurs choses. Mes amis ont évoqué à la fois la question de la formation, de l'accès justement aux résultats de la recherche pour assurer la compétitivité, la productivité, mais pour éviter justement qu'on continue à avoir cette Afrique à deux vitesses, l'Afrique des villes et puis les campagnes oubliées quand on sait effectivement que de 80 à 90% de la population sont agricoles. En réalité. Alors, moi je raisonne toujours en ces termes. Je dis effectivement, l'agriculture familiale, c'est une agriculture de survie, de vie au quotidien. L'agriculture de production de biens, des richesses à grande échelle, ça c'est des grands groupes qui peuvent justement, l'agro-industrie, les agro-industriels, ce sont eux qui peuvent effectivement, dans une certaine mesure, grâce à des cultures intensives ou extensives, justement, bénéficier directement de ces retombées de la recherche. Quand on regarde, par exemple, dans des pays comme la France ou les États-Unis, même l'Union soviétique de l'époque, avec le sovkhoz, kolkhoz, la recherche vraiment agricole allait dans le sens de l'amélioration de la qualité des semences, des produits, mais pour justement ces grands groupes, pour non seulement le marché intérieur, mais surtout à l'exportation, parce que la bataille commerciale agricole était importante. Aujourd'hui, les plus grands sémenciers au monde, comme les Monsanto, etc., pour ne pas les citer, effectivement, travaillent avec des grandes exploitations agricoles. Donc, il faut effectivement séparer les deux. Mais ça ne signifie pas effectivement qu'au niveau familial, du fait du déclassement qu'il y a, qu'on ne pourrait pas effectivement leur faire bénéficier de cela. Et du coup, ça passe par la formation des enfants, de la jeunesse, pour que cette jeunesse approprie à la fois les techniques nouvelles, les nouveaux machines-outils, électroniques, etc. Un soutien aussi de l'État, pour qu'ils puissent acheter ce matériel. Naturellement, il faut une politique agricole. Comme on le suggère souvent ici, une politique agricole digne de ce nom, fait justement des banques pour pouvoir soutenir justement les crédits à faire ou les prêts à donner justement pour l'accès à ces semences améliorées ou à ces produits améliorés. Alors, Gratien, la sécurité alimentaire, ça reste encore l'un des problèmes majeurs sur le continent africain. Est-ce que la recherche agronomique peut être le moyen privilégié pour atteindre cette autosuffisance alimentaire? Oui, c'est un moyen privilégié pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais il faut parler, c'est que les Africains, nous raisonnons pays par pays, mais il faut qu'on arrive à parler au niveau de l'Afrique. Parce qu'on peut dire, il y a un pays qui peut produire beaucoup de maïs, la Zambie, le Zimbabwe peut produire beaucoup de maïs, alors qu'au Mali,
on ne produit pas le maïs. Dans la région des Grands Lacs, on va produire des légumes ou autre. Donc, il faut que ça circule. Mais en même temps, on parle d'autosuffisance. Il faut aussi que les gens aient des moyens. Souvent, les gens cultivent ce qu'il faut manger, ce qu'ils vont manger. Or, il y a certains pays qui commencent, je vais vous donner le cas, le sujet même, on parlait du Rwanda, le cas du Rwanda où les gens doivent se spécialiser. Si on produit des pommes de terre, on est spécialiste des pommes de terre. Le maïs, spécialiste du maïs. En même temps, c'est que l'État oblige les communes à être compétitives. Chaque commune doit améliorer par rapport à l'année passée. La production des paysans est notée chez l'administrateur de la commune. C'est-à-dire que l'administration doit intervenir, doit suivre, ce qui fait qu'il y a beaucoup de semences qui sont améliorées. La production ne fait qu'augmenter à cause du suivi de cette production. Et de cette façon, on peut régler plusieurs problèmes. À la fois, c'est qu'on fait entrer la monétisation au niveau de la campagne, les gens ont des comptes bancaires, ce qui fait que l'État en profite, c'est de l'argent qui circule, au lieu d'avoir l'argent qui reste dans les pots, ce qui fait qu'on peut arriver à une certaine, disons, autosuffisance alimentaire de l'Afrique, non pas d'un seul pays. Merci messieurs. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burundi, la tension ne cesse de monter à l'approche des élections de mai et juin prochain, et notamment autour d'une candidature du président Pierre Nkurunziza pour briguer une nouvelle fois la magistrature suprême. Du côté de l'Église catholique, on se dit opposé à un troisième mandat du chef de l'État. Et puis en République démocratique du Congo, les forces de l'ordre sont intervenues à la suite d'une conférence de presse pour interpeller plusieurs activistes africains, notamment le coordonnateur du mouvement sénégalais Y en a marre, Fadel Barro, et le burkinabé aussi Bijoine, membre du mouvement Balai Citoyen. Au total, une trentaine de personnes ont été arrêtées. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.